Bonjour à tous, cette vidéo va vous servir à faire un personnage de façon à ce qu'il soit assez dynamique, qu'il ait du relief, bref, à passer de simples notes sur une feuille de papier à un vrai personnage que tout le monde peut visualiser, s'imaginer et potentiellement même se prendre d'affection pour. Tout d'abord, sachez que cette vidéo sera assez simple, je ne vais pas expliquer le pourquoi est-ce qu'il faut faire les choses, mais simplement comment. Tout d'abord, choisissez un sketch. Un sketch, c'est un croquis, c'est une idée de base, un concept qui va guider votre personnage. Le mieux ce sera qu'il soit différent. Si vous voulez que votre personnage soit unique, il faut que votre sketch soit unique. C'est ce qui va vous permettre de faire en sorte que votre personnage soit différent des autres. Vous avez toute une liste là d'exemples de qu'est-ce que vous pouvez prendre qui va vous permettre de faire, de partir d'une idée, ok ? Ensuite, pensez à garder une continuité. Ce sketch va vous servir à avoir cette flèche directrice de votre personnage. Il ne faut pas vous en écarter, il faut rester. Votre personnage ne peut pas être tout à la fois, il ne peut pas être un sorcier plus un paladin plus un mec en grosse armure plus un barbare. Il va falloir faire des choix, et ces choix vont être faits parce que vous avez choisi ce concept de base qui va vous limiter un petit peu. Ok ? C'est bien d'avoir une idée précise, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez élaborer au vu. Ok ? Par exemple, moi j'ai pris l'image que vous avez vue précédemment d'une jeune femme, et je vais vous montrer comment est-ce que je crée un personnage à partir d'une image. Vous devez rester flexible aussi. Vous n'avez pas envie de créer un personnage de façon butée et de ne pas vouloir changer lorsque votre MJ vous dit que ce n'est pas forcément très adapté à ça. Ok, tout d'abord on va définir l'identité. Donc on a notre personnage, il va falloir qu'on lui donne un nom et un prénom. Le mieux c'est de prendre un nom et un prénom qui sont assez originaux, qui sont différents de ce qu'on peut entendre classiquement. Si votre personnage s'appelle Quentin, excusez-moi, mais les Quentins, il y en a énormément. C'est pas suffisant pour se permettre de l'identifier juste avec son nom. Plus votre nom est unique, plus on va pouvoir s'en souvenir, ok ? Il n'y a pas besoin que ce soit un nom extrêmement fantaisiste ou quoi que ce soit. Il faut juste que ce soit un nom qui n'ait pas été utilisé avant, ok ? Le plus simple en général c'est de prendre un nom étranger, ou qui vient de quelque part, ou qui vient d'une certaine époque, etc. Ça permet de bien marcher. Ensuite, quelque chose d'assez facile, en général tout le monde y arrive sans difficulté, c'est définir le visage. À quoi est-ce qu'il ressemble, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la longueur des cheveux, etc. Essayez d'avoir une image précise de votre personnage, parce que sinon les autres ne peuvent pas avoir cette idée précise. Si votre MJ veut décrire vos actions, il va falloir qu'il sache aussi la corpulence, la taille de votre personnage. Aussi, pour savoir, votre MJ va toujours être en train de décrypter vos actions, et donc pour ça, savoir quel est le sexe de votre personnage et sa sexualité, c'est pas mal non plus. Vous voulez aussi savoir qui sont vos parents, d'où est-ce que votre personnage vient. C'est très important parce que votre personnage ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Il a besoin d'avoir des origines, il est lié à quelque chose. Il n'est pas juste apparu au moment où vous avez décidé de le créer. Qui est-il ? Vous allez ensuite d'avoir une idée précise de qui il est. Alors c'est très compliqué à le dire juste comme ça, et j'en ai parfaitement conscience. Ce que vous voulez, c'est d'abord définir son but, son objectif. Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir dans la vie ? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qui est important à ses yeux? Ensuite, quelque chose qu'il regrette. Tout le monde a des regrets. Il n'y a pas besoin que ce soit un regret absolument catastrophique. Ça peut être juste la honte d'un certain jour parce qu'ils ont décidé de déclarer leur amour et que la personne les détestait et du coup ils se sont pris en ridicule pendant des années. Ça peut être plein de choses. Il n'y a pas besoin que ce soit absolument dramatique pour ajouter de l'effet. Ce qui compte, c'est que ça va déterminer à quoi votre personnage accorde de l'importance. Si jamais il ressent encore la honte forte de ce jour-là, ça veut dire qu'il accorde du regard, de l'importance au regard des gens. Comment est-ce qu'il se voit, quels sont les lieux importants, etc. Encore une fois, ça sert à le lier à des lieux et des endroits. Ça permettra à votre MJ, quand il fait intervenir ces lieux, de vous donner aussi l'occasion de briller parce que vous connaissez déjà l'endroit
ou que vous avez des choses à y faire, ou que vous y êtes lié. C'est dans votre avantage de ne pas oublier cette partie. Quelle est leur relation à la nourriture? Comment est-ce qu'il utilise son argent? Est-ce qu'il est plutôt émotionnel ou logique? Ce sont des questions qui vont permettre de build up votre personnage. Le but, c'est pas de répondre à ces questions comme on répondrait à un questionnaire. Okay, le but, c'est de donner du relief à votre personnage. Vous ne voulez pas juste répondre à ces questions telles qu'elles sont. Vous voulez les lier avec votre personnage, que ça construise une idée, que tout soit lié, d'accord? S'il est plutôt émotionnel ou logique, ça ne se détermine pas juste comme ça sur le papier. Ça se détermine par rapport à qui il est, comment est-ce qu'il a agi, à quoi il accorde de l'importance, etc., etc. Ok. Ensuite, la religion. La religion, c'est un truc important, c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment ignorer parce que ça peut être sujet sensible. Mais si vous êtes dans un monde fantastique où les dieux apparaissent tous les jours pour faire des miracles, c'est difficile de dire que vous êtes athéiste. Vous ne pouvez pas vous échapper comme ça. Si jamais on vous sauve la vie littéralement parce qu'il y a un mec qui a décidé de prier son dieu, comment est-ce que vous pouvez dire non, je crois pas que les dieux ils existent? Voilà. Les caractères, les valeurs. Vous voulez définir votre personnage avec ses valeurs. À quoi est-ce qu'il accorde de l'importance? Si jamais il ne sait pas à quoi il accorde de l'importance, déjà, c'est pas crédible parce que tout le monde accorde de l'importance à X ou Y chose. Et ensuite, vous voulez définir son caractère. Son caractère, c'est le plus simple. Moi, ce que je conseille personnellement quand je crée un personnage, c'est je vais définir un caractère soit par rapport à l'image que j'ai. Là, par exemple, si on regarde l'image à gauche, j'ai en plus les quelques expressions du visage qui sont là pour m'aider. Je vois que c'est quelqu'un de relativement sérieux, qui ne sourit pas beaucoup, et peut-être un chouïa silencieuse. Peut-être que le personnage, il a pas l'air de beaucoup parler, et peut-être juste de juger, et quand elle est en colère, elle reste silencieuse, quand elle sourit ou qu'elle est contente, pareil, elle reste silencieuse. Ça permet de définir un caractère à partir de ça. Vous voulez que ce caractère, ce soit on puisse le définir en 2 mots, d'accord? 2 adjectifs et c'est tout. Et ça va vous permettre de créer un caractère fort qui sera identifiable et qui va vous permettre, vous, de le roleplay relativement facilement et qui va permettre aux autres de le voir et de comprendre ce caractère facilement. Ok. Ça a des avantages aussi parce que du coup ça évitera aux autres joueurs ou aux MJ de faire des trucs qui, sans le savoir, vous devraient énerver votre personnage. Et en dernier, vous faites l'alignement. L'alignement, vous êtes censé déjà le connaître, je vous encourage à aller regarder sur internet si vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Geek and Sundry est un site qui explique extrêmement bien les alignements et tout ce qui est en relation avec D&D. Je leur fais parfaitement confiance sur un truc. Voilà, je vous encourage à aller voir si vous avez des doutes sur les définitions. Moi je m'y réfère tout le temps. Okay. Ensuite, vous voulez déterminer la race et la classe. Pourquoi est-ce que j'en parle ici? C'est parce que la race et la classe peuvent énormément influencer votre personnage. Okay. Si vous faites un tieflin, ça peut être très intéressant de faire des contrastes. Par exemple, là, comme l'image à gauche, si votre tieflin est un prêtre, c'est-à-dire un enfant avec un sang de diable ou de démon, qui devient un prêtre d'un truc qui est plutôt sain, ça fait un peu un contraste qui peut être intéressant à explorer et qui peut créer un personnage qui est un peu à cheval entre 2 chaises et qui du coup se retrouve dans des situations compliquées. Et là pareil, vous avez un concept très intéressant. Pareil pour la classe, vous pouvez créer une classe qui est du coup créer une classe. Vous pouvez choisir une classe qui est du coup différente ou qui va détonner avec votre personnage. J'en sais rien, par exemple, vous prenez un enfant des rues qui cherche à devenir paladin. Et pareil, là vous avez tout un espèce de contraste entre il n'a pas du tout été éduqué en tant que chevalier, par contre c'est son rêve. Donc ça peut être très intéressant aussi à explorer. Enfin, les stats. Bon, j'ai pas trop besoin d'expliquer, vous savez la plupart du temps, et ça va sans doute aussi varier en fonction des différentes règles que vous utilisez. Vous voulez continuer à approfondir et à donner du relief à votre personnage. Ce n'est pas suffisant de répondre aux questions que je vous ai mis. Vous voulez avoir une idée extrêmement précise de qui il est. Si vous le connaissez pas aussi bien que vous connaissez votre pote, c'est peut-être que vous n'avez pas assez de détails. Tant que vous n'avez pas autant de connaissances sur lui que vous pouvez en avoir sur vous-même,
c'est peut-être qu'il y a un problème de profondeur de votre personnage. Il est encore trop note sur un papier. Il n'est pas encore assez personnage réel. Ok? Je sais que c'est difficile, et pour ça je vous donne quelques astuces. Créer des connexions, plus de connexions. Famille, amis, relations, connaissances, rivaux. Votre personnage a rencontré des gens dans sa vie. Il ne peut pas avoir vécu en ermite toute sa vie, parce que un enfant qui a 4 ans et qui est tout seul en ermite dans la montagne, il meurt. D'accord? Donc même si vous voulez faire un ermite dans la montagne, il a rencontré des gens qui l'ont aidé. Pareil pour les lieux. Vous voulez définir des lieux qui ont été importants dans leur vie, leur lieu de naissance, où est-ce qu'ils ont habité, où est-ce qu'était leur enfance. Est-ce qu'il y a un endroit où c'était un endroit où ils se rencontraient régulièrement avec telle personne et du coup cet endroit a une signification pour eux, la tombe de leurs parents, j'en sais rien. Les religions aussi. La religion peut aussi définir le comportement de votre personnage. Si vous, en fonction de la divinité dans laquelle vous croyez, vous n'allez pas vous comporter de la même manière. Et enfin, des petits tricks, des trucs astuces là que vous pouvez rajouter pour votre personnage qui vont lui donner beaucoup de relief très simplement. Une catchphrase, un tic, quelque chose qui se répète. Ça va vous permettre du coup d'avoir ce côté, votre personnage va être... ce caractère-là va du coup s'imprégner sur tous les autres joueurs et du coup on va se souvenir de ça. Attention, il faut qu'il soit différent à chaque personnage, sinon on va les confondre vos personnages entre eux. Surtout si vous faites plusieurs JDR. Ensuite, sa nourriture favorite, pareil, dans le même sens que l'éthique et dans le même sens que son passe-temps, c'est des choses que vous devez répéter régulièrement pour que les gens rentrent. Attention, la nourriture et le passe-temps ont moins de sens, je trouve, que la phrase, le tic, qui vont un petit peu avoir cette identification. Par exemple, faites des tics gestuels, ça peut énormément valoir de caractère. Si votre personnage il passe sa main dans la nuque à chaque fois qu'il est gêné, vous aurez plus besoin de dire il est gêné, du coup il passe sa main dans la nuque. Vous allez juste dire ah 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 et il passe la main dans sa nuque et c'est bon. Les gens ont compris qu'il est gêné parce qu'ils ont eu cette habitude, parce qu'ils ont compris et ils arrivent à se le visualiser. La backstory, vous voulez pas faire de super héros solitaires, Dark Sasuke mystérieux, centre de l'attention. Simplement parce que c'est un jeu d'aventure et que vous êtes à 4, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans un groupe d'aventuriers et il faut que tout le monde ait de la place. C'est simple. Imaginez-vous si vous deviez vous supporter votre personnage mais que c'est pas vous qui le jouez mais quelqu'un d'autre. Si vous dites ah en vrai ça serait souvent si quelqu'un d'autre le jouait et potentiellement ne faites pas ça. Ça paraît une bonne idée. Le but c'est de préparer votre personnage. Dans cette backstory, vous voulez pas que votre personnage il aille tuer 50 orques pour venger sa femme et qu'il ait décidé d'entreprendre un entraînement chez l'armée des gardes et qu'il soit devenu le meilleur. D'accord? Vous êtes un niveau 1. D'accord? Vous ne devez pas vous emporter parce qu'en niveau 1, vous allez galérer à tuer 2 gobelins s'ils se mettent à 2 contre vous. Ok? Vous voulez que ça reste raccord. Et comme pour le récit narratif, la backstory, c'est la situation initiale plus l'élément perturbateur. Ça va justifier pourquoi est-ce que vous partez à l'aventure et ça ne doit pas être les péripéties. Les péripéties, c'est le JDR. D'accord? Vous allez arriver à ce niveau-là. Ensuite, tout en continuant dans cette vision, vous n'êtes pas obligé de commencer avec votre personnage fini. Votre backstory ne doit pas se finir au moment où votre personnage a accompli ce qu'il voulait. Ça paraît logique, mais trop souvent ça arrive. Vous voulez définir où est-ce que votre personnage va arriver, vous en parlez à votre MJ, et celui-ci va sans doute s'arranger pour que oui, vous puissiez évoluer dans tel sens avec telle ou telle action, tel ou tel événement qui vont pousser votre personnage à évoluer. Et croyez-moi, je pense que l'évolution de personnage, on peut tous être d'accord pour dire que c'est l'une des choses les plus satisfaisantes qu'il peut y avoir dans n'importe quel récit, d'accord? Si vous regardez, il y a des mangas, des manhwas qui sont entièrement basés sur l'évolution du personnage. Que ce soit émotionnel, que ce soit en niveau force, etc. The Mandalorian, c'est un niveau émotionnel, il passe de mec solitaire à cette espèce de père adoptif. Vous regardez Solo Leveling, où il passe de ce newbie qui est niveau 1, au mec qui arrive à éclater tout le monde sur son passage. Enfin, retenez une chose, votre MJ n'est pas votre ennemi, d'accord? C'est pas parce que certes il joue les ennemis, etc., qu'il va chercher à vous tuer.
En tant que MJ, ce qu'on veut, c'est vous voir triompher. On est là, on observe, on est en train de spectate littéralement notre série préférée, d'accord? On a le droit d'influencer dessus, mais on va pas faire en sorte de vous tuer, parce que sinon il n'y a plus de série, d'accord? Il faut continuer la chose, et pour ça, on a besoin aussi de savoir aussi qu'est-ce qui va se passer à l'avance pour vous aider et évoluer dans le sens que on est d'accord pour dire oui, ce serait stylé. Évidemment, si vous demandez à devenir un demi-dieu sur Terre, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il faut quand même tenir en compte le fait que vous allez être 4 joueurs. Toujours là-dessus, la planification, vous voulez aussi planifier votre mort. Je sais que personne n'a envie de mourir, hein, ça paraît assez logique. Mais premièrement, ça la rendra moins difficile, d'accord? Pour le MJ comme pour vous. Parce que le MJ, c'est toujours difficile de tuer un personnage joueur parce qu'on sait que vous êtes investi dedans, etc. Donc ça peut être très difficile. Toutefois, la mort, en tant que MJ, on peut pas la retirer en fait. Parce que sinon, une aventure, si vous aviez pas de danger de mort, c'est une aventure sans adrénaline. Si vous courez aucun danger, enfin c'est pas une aventure. C'est une balade au parc. Et vous voulez donc vous préparer à cette éventualité. Déjà parce que votre personnage sait que la mort est clairement une possibilité lorsque vous partez. Personne se dit, bien sûr je vais aller affronter un dragon et je sais que j'en sortirai indemne. C'est possible que l'un d'entre vous meure. Et dans ce cas, vous voulez planifier votre mort pour que cette mort ait un impact. Vous voulez pas que votre mort ce soit juste... si jamais la table de joueurs réagit en disant « Bon, il est mort, tant pis. Bon bah vas-y, refais un personnage PTDR. » C'est sans doute que vous avez raté quelque chose. Vous-même, certains de mes joueurs peuvent le confirmer, la mort d'un personnage non joueur peut être très impactante, d'accord? Ça peut vraiment vous influencer, ça peut vraiment changer la manière dont vous agissez dans le RP. Pourquoi est-ce que votre personnage, vous ne lui donnez pas le même traitement? Donnez-lui cet impact qui va faire que ça va secouer les autres joueurs. Si jamais il meurt, faites en sorte que ça compte. Comme ça, déjà, parce que les autres joueurs auront potentiellement envie de vous garder en vie. Et pas seulement parce qu'ils sont sympas et qu'ils n'ont pas envie que IRL vous leur en vouliez. Mais aussi parce que leur personnage aurait vraiment une raison de le faire. Ok? Vous voulez que cette mort, elle soit impactante et définir aussi comment elle accepte cette mort. Parce que vous pouvez passer d'une mort où c'est juste un jet de dés, t'es passé en dessous de 0 PV, t'as pas réussi tes saves et bon bah ton personnage est mort, à un moment clé, une narration, et vous pouvez être acteur principal de cette narration. Vous pouvez choisir la manière dont vous mourrez. Vous pouvez dire, bah, je vais cracher au visage du mec qui m'a tué, je vais me tourner vers mes compagnons et je vais leur dire de continuer sans moi. Je vais juste mourir en silence et faire en sorte que personne ne remarque que je suis mort. Il y a plein de choses à faire avec la mort. Faites en sorte que ce soit quelque chose de mémorable. Les no-no, je vais pas m'attendre dessus, je vais sans doute mettre en lien en description une autre vidéo d'un mec qui, certes c'est une vidéo en anglais, mais qui détaille exactement pourquoi est-ce qu'il faut pas faire ces différents trucs là. Je les laisse 2 secondes, faites pause si jamais vous voulez vérifier. Ce qui compte, c'est que vous ne les fassiez sous aucun prétexte, d'accord? Ce sont des trucs qui sont insupportables pour les MJ, insupportables pour les autres joueurs. Très rapidement, ça va retirer du mérite à votre personnage. Si vous voulez savoir si vous avez réussi à créer un personnage complet, vous devriez être capable de répondre à peu près n'importe quelle question qu'on vous poserait en rencontrant votre personnage, d'accord? Vous devriez aussi ne pas avoir fait un des tabous qui était sur la slide d'avant, et vous devriez être déjà impatient de jouer ce personnage, parce que c'est pas tout, mais si vous n'êtes pas impatient de jouer le personnage et que vous êtes en mode bah si on me demande de recréer un personnage parce qu'il va pas, ok normal, c'est un peu triste, vous pensez pas? Vous devriez être suffisamment investi dans votre personnage pour que ça compte. Vous devriez être suffisamment investi dans votre personnage pour vous dire que si jamais il mourait, ouais, vous seriez déjà deg. Donc voilà. Et ça devrait être indépendant des stats. Boosté aux stéroïdes, parce que vous avez fait une combo super puissante, etc. Votre personnage, ça devrait être quelque chose d'intense. Pas juste des stats. Et donc, pour ça, vous allez vouloir vous poser des questions. Répondez aux questions qu'on peut vous poser, répondez vous-même à vos propres questions que vous pourriez avoir à propos de votre personnage ou que vous
poseriez si jamais votre personnage c'était pas le même et c'était pas le vôtre. Du coup, vous seriez intéressé pour savoir. Les questions, c'est la réponse, ok? Vous ne devriez pas arriver dans une situation où quelqu'un vous pose une question et vous êtes en mode je sais pas, j'arrive pas, désolé, bah tant pis, bah ça n'existe pas parce que je sais pas. Règle générale importante, vous voulez que vous parliez à votre MJ, parlez à votre MJ. Déjà parce que c'est très rare de saouler un MJ en parlant, à moins que vous fassiez un monologue parce que vous voulez raconter votre propre histoire et dans ce cas devenez MJ, ne faites pas, ne faites pas de personnage comme ça. Et si vous voulez savoir de quoi discuter, vous pouvez discuter lors de la création de votre personnage, principalement je vais parler. Vous pouvez discuter de votre concept de personnage. Est-ce que ça va bien avec le monde de la campagne? Est-ce que c'est ok? Comment est-ce que vous pouvez introduire votre personnage dans la campagne? Comment est-ce que vous pouvez lier à des lieux qui existent dans la campagne? Comment accomplir le but de votre personnage? Parce que oui, certes, votre personnage n'est pas censé savoir comment est-ce qu'il va accomplir son but. Toutefois, vous, avec le MJ, vous pouvez planifier que c'est son but et qu'il aimerait bien l'accomplir de telle ou telle façon. Vous pouvez parler de plein de choses. Vous pouvez même décider à l'avance avec votre MJ si vous voulez que votre personnage meure de façon héroïque, etc. Ça peut être une façon très intéressante de construire un personnage. La règle d'or à retenir dans tout ça, c'est parlez-en au calme. Vous ne voulez pas parler au milieu d'une séance ou quand le MJ est devant plein d'autres joueurs, parce que le MJ devra rester impartial et par définition il va sans doute répondre non s'il ne sait pas trop, parce qu'il n'aura pas envie de devoir gérer des potentielles conséquences qu'il n'aura pas vu venir. Okay, donc voilà. Dernier conseil, parlez à votre MJ longtemps avant la première session, une semaine avant au moins, pour que le MJ puisse réfléchir, checker, éventuellement vous demander des modifications à l'avance. Vous voulez pas faire ça lors de la première séance, sinon vous allez être dégoûté parce que votre première séance va principalement consister de corrections et de changer certains trucs. La checklist, je vais la laisser 2 secondes à l'écran. Essayez de répondre à un maximum de questions. Encore une fois, l'idée ce n'est pas de répondre à cette question comme vous répondez à un test, d'accord? L'idée c'est que tout ça devrait être lié et donner une seule et unique réponse unie qui est votre personnage, d'accord? L'idée c'est vous devez avoir ce flux d'informations qui devrait être naturel. Ok? Si je peux juste donner des conseils spécifiques, c'est les défauts, d'accord? Votre personnage a des défauts, votre personnage n'est pas une personne parfaite, mais comment faire un défaut? Ok? Vous pouvez juste rajouter un défaut, ouais bien sûr, genre bon bah il est égoïste. C'est très simple, d'accord? Le problème, c'est que ça va sans doute venir un peu comme, j'en sais rien, une feuille sur la soupe, et vous êtes en mode, bon bah, qu'est-ce que ça fout là? Enfin, c'est pas logique, c'est pas super bien. La définition d'un défaut, c'est toujours une qualité qui a été poussée trop loin. Donnez que des qualités à votre personnage, et ensuite prenez-en une ou deux, et vous la poussez trop loin. D'accord? C'est quelqu'un qui fait confiance facilement. Vous poussez ça trop loin, c'est quelqu'un qui a peur qu'on ne lui fasse pas confiance et du coup qui est limite paranoïaque de ses amis finalement. Et du coup c'est pas tellement confiant que ça finalement. Mais lui il est persuadé qu'il fait très facilement confiance. Ou bien il est, j'en sais rien, il est très gentil, très généreux. Ça devient un défaut à partir du moment où il se sacrifie tout le temps pour essayer de sauver les autres. Et ainsi de suite. Poussez une qualité trop loin et vous obtiendrez toujours un défaut. Voilà. Encore une fois, donnez-leur des petits trucs. C'est les petits détails, d'accord, qui font le succès d'un personnage. S'il a un objet favori, est-ce qu'il a un pendentif auquel il tient énormément? Est-ce qu'il a, j'en sais rien, des petites habitudes? Enfin voilà, c'est vraiment dans les petits détails qu'on construit un personnage. D'accord? Ensuite, ma petite recette secrète, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si jamais vous en avez pas envie. Comment est-ce que j'ai créé mon personnage, Viridian Praxedes, qui est sans doute l'un des personnages que j'ai sans doute le mieux travaillé jusqu'ici. Et comment est-ce que je l'ai fait? Ok? Je l'ai fait en 3 étapes. Premièrement, j'ai choisi un concept. Je
je voulais faire une inquisitrice. Je voulais faire une inquisitrice badass parce que c'était un personnage féminin que je voulais faire et je ne sais pas jouer un personnage féminin. Je suis un mec et par conséquent c'est très difficile pour moi de réfléchir de façon très féminine, d'accord. Faire une séductrice, etc. c'est compliqué à faire. Du coup j'ai décidé de lui donner un caractère de presque garçon manqué dans le sens où elle est absolument pas romantique. Elle est très sérieuse, très focus sur son travail et ça permet de créer un caractère fort mais qui est pas féminin dans son essence et qui du coup ne me met pas dans cette situation awkward où je dois agir comme une femme et du coup ça me perturbe. Okay. Deuxièmement, du coup, avec ce côté inquisiteur, je vais lui donner un côté radical. Okay. Alors j'ai commencé à chercher des images de différents personnages. Vous pouvez remarquer au dessin que j'ai fait qu'il y a au moins 2 inspirations fortes. Il y en a une troisième qui est peu connue. Mais première inspiration forte qui est l'armure, qui vient donc de The Witcher. Okay. Et ensuite, vous pouvez voir aussi des détails dessus de Warhammer 40 000. Que ce soit l'aigle à 2 têtes sur l'épaule, le I avec les 3 barres de l'Inquisition, tout ça, ça vient de Warhammer 40 000. Okay. Pareil pour les petits bouts de parchemin, etc. collés à l'armure. Ce sont des détails qui viennent donc de Warhammer 40 000. Déjà là, en faisant une fusion entre The Witcher pour avoir un côté très fantastique médiéval, avec Warhammer 40 000 pour mettre le côté inquisition un peu fanatique, on commence déjà à avoir un personnage qui est assez travaillé et assez différent de la moyenne. Okay. Ensuite, je lui rajoute des détails, je lui dis, voilà, elle a les cheveux blancs, elle a le syndrome d'Alexandrie, qui fait qu'elle a les yeux violets, etc. C'est un détail. Toutefois, ça rajoute énormément pour s'imaginer le personnage. Ensuite, voilà, je lui dis, bon voilà, c'est une inquisitrice, mais je veux pas en faire une inquisitrice trop chiante pour le groupe, ok. Je peux pas faire juste une inquisitrice qui en veut à tous ceux qui ne sont pas de sa religion, parce que ça, le problème, c'est que du coup, je bloque tout le reste du groupe et je force tout le reste du groupe à être de la même religion qu'elle. Donc ça pose un problème. Comment est-ce que je règle ça? Eh bien c'est simple, je vais dire que il faut que elle en veut à tous ceux qui sont de sa religion, mais qui ne l'appliquent pas correctement, entre guillemets. C'est-à-dire, elle fait partie de la religion de l'église de la lumière, et donc c'est une église qui est basée sur la bonté, la générosité, etc. Si jamais elle croise des prêtres de la lumière qui sont égoïstes ou qui abusent de leur pouvoir, elle va se sentir obligée d'agir, en fait. Et donc, c'est contre ces personnes-là que toute sa colère d'inquisitrice va s'appliquer. En plus de ça, j'ai décidé de définir pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça. Parce que c'est pas tout, mais là, elle a pas de raison. Pourquoi cette façon d'agir? Eh bien, c'est simple. J'ai décidé que elle allait avoir une backstory qui allait être tragique, entre guillemets, parce que oui, la plupart du temps, quand tu as une confortable vie, tes 3 enfants et une belle famille, et que tu es relativement bien aisé en termes d'argent, t'as pas beaucoup de raisons de partir à l'aventure. Alors pourquoi est-ce qu'elle part à l'aventure? Pourquoi est-ce qu'elle en veut aux gens qui appliquent mal, entre guillemets, sa religion? Eh bien, c'est parce qu'elle a été vendue par ses parents à l'église, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour la nourrir et qu'ils espéraient pouvoir donc lui assurer un bon avenir. Donc ça part d'une bonne intention, mais du coup elle se retrouve sans ses parents, ce qui est dur. Et donc elle se retrouve à un couvent. Au couvent, il y a un mec qui décide de l'abuser et de l'abuser donc sexuellement. Pendant des années. Elle commence à avoir une haine rémanente de cette personne et commence à perdre foi aussi en la lumière parce que c'est censé être le responsable du couvent et donc un mec assez influent au niveau de l'église de la lumière. C'est comme ça qu'elle découvre l'Inquisition. L'Inquisition la recueille et elle découvre que ce qu'ils font c'est pas bien, mais qu'ils ont trop d'influence pour être juste arrêtés sur le champ. Et donc ce qu'elle décide de faire, c'est de partir à l'aventure, monter sa réputation pour pouvoir un jour dire ces gens-là sont des hérétiques, on les arrête immédiatement, et qu'elle ait tellement de réputation et qu'elle soit tellement reconnue au monde entier que personne ne l'arrête. Et là vous avez tout, vous avez une backstory, vous avez une explication, et vous savez également pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attente et de votre écoute.